Après la disparition, deux colonisations, deux mondes. Après la disparition presque totale des Taïnos, l'île d'Hispaniola tomba entièrement sous la domination espagnole. Mais peu à peu, le cœur de l'Empire se déplaça. L'or du Mexique et du Pérou attira la couronne d'Espagne, laissant l'île à l'abandon. C'est ce vide qui allait bouleverser son destin. L'abandon espagnol et la naissance d'un nouveau monde à l'ouest. Pendant que les Espagnols délaissaient la partie occidentale, des aventuriers, des flibustiers, des esclaves fugitifs commencèrent à s'y installer. Ces hommes venaient de partout, français, anglais, hollandais et même africains affranchis. Ils vivaient du commerce, de la chasse et de la piraterie. Ils étaient connus sous le nom de boucaniers, car ils faisaient sécher la viande de bœuf au boucan. Ils s'établirent sur l'île de Tortuga, au nord-ouest, qui devint leur repère. De là, ils attaquaient les navires espagnols et commerçaient clandestinement. Peu à peu, la France prit conscience du potentiel de cette région. Elle y envoya des missionnaires et des colons et installa un gouverneur. En 1607, le traité de Ryswick mit fin à la guerre entre la France et l'Espagne. Ce traité reconnut officiellement la souveraineté française sur la partie occidentale de l'île. C'était la naissance de Saint-Domingue, futur Haïti, et le début d'un contraste saisissant entre deux mondes voisins. Saint-Domingue, la perle des Antilles. Sous administration française, Saint-Domingue devint la colonie la plus riche du monde. Le sol y était fertile, le climat favorable, les ports ouverts sur le commerce atlantique. La France y développa une économie fondée sur les grandes plantations. Sucre, café, coton, indigo, cacao. Mais cette richesse avait un prix inhumain. Elle reposait sur le travail forcé de plus d'un demi-million d'esclaves africains, arrachés à leurs terres, transportés comme du bétail dans les cales des navires. Leur vie était faite de souffrances, de chaînes et de silence. Les colons français vivaient dans le luxe, entourés de domestiques, de musiciens, de cuisiniers, de cochers, tous esclaves. Les grandes habitations ressemblaient à de véritables royaumes où le maître avait droit de vie et de mort. Les femmes esclaves subissaient les abus sexuels de leurs propriétaires. De ces unions forcées naquit une nouvelle classe, les mulâtres libres, souvent instruits, parfois propriétaires, mais toujours discriminés. Saint-Domingue produisait à elle seule les 2/3 du sucre mondial, la moitié du café consommé en Europe, et rapportait à la France plus que toutes ses autres colonies réunies. On l'appelait la perle des Antilles, mais c'était une perle tachée de sang. La société de la hiérarchie raciale. La société de Saint-Domingue était divisée en 3 grandes classes. 1. Les grands blancs, planteurs et propriétaires terriens riches et puissants. 2. Les petits blancs, artisans, soldats, commerçants, souvent jaloux des mulâtres plus instruits qu'eux. 3. Les gens de couleur libre, métis, propriétaires de petits biens parfois éduqués en France, mais exclus des postes de pouvoir. En dessous de tout cela, la masse des esclaves africains, soumis à une discipline impitoyable. Le Code noir, promulgué en 1651, régissait leur vie. Il imposait le baptême catholique, interdisait le mariage mixte et autorisait les châtiments corporels. Ce système raciste et brutal préparait sans le savoir la plus grande révolution coloniale du monde. L'autre moitié de l'île, Santo Domingo, la colonie oubliée.
Pendant ce temps, la partie orientale, Santo Domingo, restait sous domination espagnole. Mais elle n'avait plus la splendeur d'autrefois. Les mines d'or étaient épuisées, les colons étaient partis vers le continent, et la population vivait modestement d'élevage et d'agriculture. Le commerce y était pauvre, les villes presque endormies. Les Espagnols n'avaient pas importé autant d'esclaves qu'en Saint-Domingue. La population était plus métissée, espagnols, indigènes survivants et africains. La religion catholique était plus rigide, la langue espagnole restait dominante. Santo Domingo vivait lentement, presque isolé, tandis que sa voisine française devenait un empire sucrier. Cette différence de développement allait creuser un fossé culturel profond entre les deux peuples. À l'ouest, un monde riche, brutal, africain et rebelle. À l'est, un monde hispanique, religieux, conservateur, mais pauvre, deux sociétés partageant la même île, mais marchant vers deux destins opposés. Les rivalités franco-espagnoles et les tensions frontalières. Entre les deux colonies, les frontières étaient floues et souvent contestées. Les colons français empiétaient sur les terres espagnoles, cherchant de nouvelles plantations. Des raids éclataient régulièrement. Des esclaves s'enfuyaient d'un côté à l'autre. Les Espagnols accusaient les Français d'acheter les esclaves fugitifs, et les Français reprochaient aux Espagnols d'abriter les rebelles. Ces tensions frontalières provoquèrent de nombreux affrontements armés et façonnèrent peu à peu l'identité des deux peuples. Les Français à l'ouest se voyaient comme des bâtisseurs, les Espagnols à l'est comme des gardiens. Mais la vérité, c'est que les deux vivaient sur une île partagée, dans la méfiance et la rivalité. Vint la naissance de deux âmes. Au XVIIIe siècle, Hispaniola était déjà deux mondes. L'un, flamboyant et riche, mais révolté. L'autre, tranquille, mais affaibli. Dans les campagnes de Saint-Domingue, les esclaves africains parlaient le créole, langue née du mélange du français, de l'africain et du taïno. Dans les églises de Santo Domingo, on priait en espagnol. Les deux moitiés de l'île développaient des cultures, des musiques, des cuisines et des croyances différentes. Cette fracture allait s'élargir encore avec le temps, jusqu'à séparer non seulement des territoires, mais des esprits.